Je m'appelle Chloé, et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir une famille tout à fait normale. J'ai 32 ans et je travaille comme directrice des ventes chez North Star Construction. J'ai toujours été la responsable, celle qui suivait toutes les règles, obtenait de bonnes notes et décrochait un emploi stable. Ma sœur aînée, Mélissa, a 36 ans et est tout le contraire de moi. Elle s'est mariée juste après l'université avec son petit ami du lycée, Brad, et est devenue mère au foyer à plein temps pour leurs 2 fils, Tyler et Noah, aujourd'hui âgés de 12 et 10 ans. Je me souviens du jour où Mélissa m'a appelée, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Brad avait fait ses valises et l'avait quittée pour sa collègue de travail, Jennifer. Comme ça, 15 ans de mariage, terminé. Il a dit qu'il n'était pas heureux depuis des années, Chloé, a-t-elle sangloté au téléphone. Comment a-t-il pu nous faire ça, à moi et aux enfants? Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez elle et je l'ai trouvée assise par terre dans la cuisine, entourée de mouchoirs en papier. Les enfants étaient enfermés dans leur chambre, confus et contrariés. Qu'est-ce que je vais faire? A demandé Mélissa, les yeux gonflés et rouges. Je n'ai pas travaillé depuis avant la naissance de Tyler. C'est Brad qui payait tout. On va trouver une solution, lui ai-je promis, même si je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à ce moment-là. Il s'est avéré que Brad ne voulait rien arranger. Il a refusé de payer la pension alimentaire jusqu'à ce que Mélissa le poursuive en justice, et même alors, le montant suffisait à peine à couvrir les courses. La belle maison de banlieue dans laquelle ils avaient vécu? Brad l'a gardée, car elle lui appartenait avant le mariage. Je peux t'aider à trouver un appartement, lui ai-je proposé un après-midi alors que je l'aidais à vider la maison. Les enfants étaient avec nos parents, ce qui était une bonne chose car Mélissa s'effondrait toutes les quelques minutes. Comment suis-je censée payer un loyer? Je n'ai aucun revenu, Chloé. C'est alors que j'ai fait l'offre qui allait tout changer, je peux payer jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Mes parents m'ont également soutenu. Papa, un comptable à la retraite, et maman, une ancienne institutrice, se sont immédiatement portés volontaires. Ils allaient chercher les enfants à l'école, les aidaient avec leurs devoirs et s'assuraient qu'ils dînaient quand Mélissa a commencé à travailler à temps partiel dans une boutique locale. Pendant les premiers mois, les choses semblaient gérables. Je virais de l'argent à Mélissa pour le loyer et contribuais occasionnellement à d'autres dépenses. Je vivais seule dans un modeste appartement de 2 chambres, je conduisais une Honda Accord fiable et je gagnais un bon salaire chez North Star. Je pouvais aider ma sœur à traverser une période difficile. Mais au fil des semaines qui se sont transformées en mois, quelque chose a changé. Au lieu de progresser vers l'indépendance, Mélissa semblait s'enfoncer davantage dans son rôle de victime. Brad a ruiné ma vie, est devenu son mantra quotidien. J'avais tout prévu. J'allais être mère au foyer jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université. Maintenant, regarde-moi. J'ai essayé d'être compréhensive. Peut-être que parler à quelqu'un pourrait t'aider? Je pourrais payer un thérapeute. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu glacer le feu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment me sentir, Chloé. J'ai besoin d'argent pour vivre. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant de travailler dans cette boutique? La gérante a 10 ans de moins que moi. Des conversations comme celle-ci sont devenues routinières. Si je mentionnais que j'étais occupée, elle appelait nos parents, qui écoutaient et validaient sa colère pendant des heures. Maman m'appelait ensuite, ta sœur a vraiment du mal, ma chérie. Elle a besoin que nous soyons tous là pour elle. Au bout de 6 mois, la pression financière commençait à se faire sentir. Ce n'était plus seulement le loyer, c'était, les enfants ont besoin de nouvelles chaussures de foot, et, le frigo fait des bruits bizarres, et, les notes de maths de Tyler baissent, il a besoin d'un tuteur. Chaque demande semblait raisonnable en soi. Comment pouvais-je dire non à mes neveux qui avaient besoin de fournitures scolaires ou de manteaux d'hiver? Mais un soir, assise à la table de ma cuisine avec une feuille de calcul ouverte sur mon ordinateur portable, j'ai tout additionné. J'ai failli m'étouffer avec mon vin quand j'ai vu le total. Je dépensais près d'un tiers de mon revenu mensuel pour Mélissa et ses enfants. Le dimanche suivant, lors du dîner chez mes parents, j'ai décidé d'en parler. Nous étions tous là, maman et papa, Mélissa, les enfants et moi. Maman avait préparé son fameux ragoût, et tout le monde était de bonne humeur.
Cela semblait être le moment parfait pour une conversation difficile. Alors, j'ai réfléchi, ai-je dit prudemment après que nous ayons fini de manger. Ça fait presque 1 an depuis le divorce. Je suis heureuse d'aider pour le loyer, mais certaines des dépenses supplémentaires s'accumulent. Il est peut-être temps de chercher un poste à plein temps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tu es en train de dire que tu en as marre de m'aider, la voix de Mélissa était dangereusement calme. As-tu la moindre idée de ce que je traverse? Les enfants sont à l'école toute la journée, ai-je fait remarquer, en faisant un geste vers mes neveux. Et maman et papa aident pour les récupérer. Il y a des emplois avec des horaires de bureau normaux. Je n'arrive pas à y croire, Mélissa s'est levée si vite que sa chaise s'est renversée. Je suis encore en train de me remettre du fait que Brad a détruit notre famille, et maintenant toi aussi tu m'attaques? Je ne t'attaque pas, je suis juste en train de... Allez, les garçons, on s'en va. Elle a attrapé son sac et a fait signe à Tyler et Noah, qui se sont levés à contre-cœur, marmonnant un au revoir à nos parents. La porte d'entrée a claqué si fort que les photos de famille sur le mur ont tremblé. J'ai regardé mes parents, attendant au moins un peu de compréhension. Au lieu de cela, papa a froncé les sourcils profondément, tandis que maman secouait la tête. « Comment peux-tu être si égoïste, Chloé ?» a demandé maman. « Ta sœur est une mère célibataire de 2 enfants, et tu es célibataire et sans enfants. Tu n'as pas besoin d'autant d'argent qu'elle. » Je les ai regardés avec incrédulité. « Donc je devrais la financer indéfiniment ? » C'est ça, être une bonne sœur. Ça veut dire ne pas être avare quand ta famille a besoin de toi, a dit maman fermement. J'ai réalisé que discuter était inutile. C'étaient les personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout, mais apparemment, cela ne s'appliquait que lorsque c'était moi qui donnais. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant. Merci pour le dîner. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie complètement seule pour la première fois de ma vie. Une semaine après le dîner de famille désastreux, mon téléphone a vibré avec un message de Mélissa, « J'ai besoin de $500 pour des vêtements pour les enfants. Tout est devenu trop petit pour eux et ils ont l'air terribles. S'il te plaît, envoie aujourd'hui. » Pas de salutation, pas de reconnaissance de notre dispute, même pas un « s'il te plaît », jusqu'à ce qu'il soit ajouté après coup. J'ai regardé le message pendant un long moment, mon doigt planant au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait refuser, poser enfin une limite, mais ensuite j'ai pensé à Tyler et Noah. Ce n'était pas de leur faute si leur mère se comportait de cette manière. J'ai soupiré profondément et j'ai viré l'argent. La seule réponse de Mélissa a été un emoji pouce levé. Le travail est devenu mon refuge. Chez North Star Construction, j'étais respectée, mes opinions comptaient. Quand je concluais des marchés, les gens me félicitaient au lieu de m'en demander plus. Je me suis plongée dans un projet particulièrement difficile, décrocher un contrat pour un nouveau complexe de bureaux en centre-ville. Le client était notoirement difficile, mais j'ai passé des semaines à préparer la présentation parfaite. « Tu as fait un excellent travail, Chloé », a dit mon patron après que nous ayons signé le contrat. « Cette commission va être substantielle. » Quand le bonus est arrivé sur mon compte, j'ai ressenti une vague d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pour une fois, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi-même au lieu de le garder pour la prochaine urgence de Mélissa. Je conduisais ma Honda Accord depuis 7 ans, et bien qu'elle soit fiable, j'avais toujours rêvé de quelque chose d'un peu mieux. Le samedi suivant, j'ai visité 3 concessionnaires et essayé une demi-douzaine de voitures. À la fin de la journée, j'étais l'heureuse propriétaire d'une Audi A4 argentée, pas la voiture la plus extravagante du lot, mais certainement une nette amélioration par rapport à ma Honda. En la ramenant à la maison, je me sentais fière de moi. C'était le résultat de mon travail acharné, de mon dévouement. Puis j'ai pensé à Mélissa. Sa voiture était une Toyota de 15 ans avec plus de 200 000 miles. Elle s'en plaignait constamment, comment elle faisait des bruits bizarres, comment la climatisation fonctionnait à peine, comment les enfants avaient honte d'être vus dedans. Ma Honda, en parfait état, serait une énorme amélioration pour elle. Le dîner de famille suivant est vite arrivé. J'ai délibérément conduit la Honda, prévoyant de surprendre Mélissa. Quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai entendu sa voix avant même d'ouvrir la porte. Et puis Jenny a eu le culot de me demander de couvrir son service le samedi.
Je lui ai dit que j'ai des enfants, tu sais. Je ne peux pas tout laisser tomber parce que tu veux aller à un concert. Et elle a dit que d'autres mères célibataires au travail s'en sortaient très bien. Tu y crois? Mes parents hochaient la tête avec sympathie pendant que j'entrais. Maman a tapoté la main de Mélissa. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point c'est difficile pour toi, ma chérie. Je me suis mordu la langue et j'ai salué tout le monde. Pendant le dîner, Mélissa a dominé la conversation avec des plaintes sur son travail, ses collègues, bien sûr, Brad. J'ai attendu patiemment une pause dans la conversation. Finalement, quand maman a servi le dessert, j'ai saisi ma chance. J'ai sorti les clés de la Honda de ma poche et les ai fait glisser sur la table vers Mélissa. J'ai quelque chose pour toi, ai-je dit, me sentant vraiment excitée. J'ai acheté une nouvelle voiture hier, et je veux que tu aies ma Honda. Elle est en excellent état, à peu de kilomètres et serait parfaite pour emmener les enfants à l'école et à leurs activités. Au lieu du sourire que j'attendais, les yeux de Mélissa se sont plissés. Elle a pris les clés comme si elles étaient contaminées. Qu'est-ce que tu as acheté? Une Audi, ai-je répondu, mon enthousiasme retombant. Rien de luxueux, juste une A4. Le silence qui a suivi était insupportable. Mes parents ont échangé des regards avec Mélissa, toute une conversation se déroulant sans parole. Une Audi, a répété Mélissa, laissant tomber les clés sur la table avec un bruit métallique. Pendant que j'ai à peine de quoi payer la nourriture, tu achètes des voitures de luxe? Ce n'est pas une voiture de luxe, me suis-je défendu. Et je te donne ma Honda. Elle vaut au moins 10 000 $. Mélissa s'est levée brusquement, envoyant les clés valser par terre d'un coup de pied. Je ne veux pas de tes restes. Si tu avais une réelle préoccupation pour moi et les enfants, tu nous aurais donné la nouvelle voiture. J'étais abasourdie. Tu t'attends à ce que je te donne une Audi neuve? Pourquoi pas? Pourquoi en as-tu besoin? Pour impressionner les clients? Pour te sentir importante? Je me bats pour garder mes enfants habillés et nourris. J'ai regardé mes parents, les suppliant silencieusement d'intervenir, de souligner à quel point elle était déraisonnable. Au lieu de cela, papa s'est raclé la gorge et a dit, « Chloé, peut-être aurais-tu dû nous consulter avant de faire un achat aussi important. » Vous consulter, ai-je répété, n'en croyant pas mes oreilles. Maman a hoché la tête. Si tu as assez d'argent pour une nouvelle Audi, peut-être que cet argent aurait pu être mieux dépensé pour aider ta sœur à se remettre sur pied. Mais puisque tu as déjà acheté une nouvelle voiture, donne-la à Mélissa. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai frappé la table avec ma main, faisant sursauter tout le monde. Les assiettes à dessert ont tremblé, et le verre de lait de Tyler s'est renversé. C'est mon argent, ai-je dit, ma voix tremblant de fureur. J'ai travaillé pour l'avoir. Je ne suis pas obligée de t'entretenir indéfiniment, Mélissa. Je t'ai aidé parce que je t'aime, mais c'est ridicule. Si ma Honda n'est pas assez bien pour toi, alors tu n'auras rien. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'endroit où les clés étaient tombées et je les ai ramassées. Chloé, ne sois pas dramatique, a commencé maman, mais je l'ai interrompue. Non, j'en ai fini. Je ne paierai plus l'appartement. Je ne t'enverrai plus d'argent pour les vêtements, ni les tuteurs, ni quoi que ce soit d'autre que tu décides dont tu as besoin. Débrouille-toi toute seule. En rentrant chez moi dans ma Honda fiable et payée qui n'était apparemment pas assez bien pour ma sœur, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. Je les ai tous ignorés. Ce soir-là, j'ai mis ma vieille Honda en vente en ligne. 3 jours plus tard, j'ai accepté une offre légèrement inférieure à ce que j'espérais, mais je m'en fichais. Je voulais juste qu'elle parte. Quand j'ai remis les clés au nouveau propriétaire, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement mêlé de tristesse. J'avais conduit cette voiture pendant des années sans problème, mais à la fin, elle ne m'avait apporté que de la peine. Une semaine a passé, puis une autre. J'ai conduit ma nouvelle Audi au travail, j'ai continué mes affaires et j'ai essayé d'ignorer la culpabilité persistante que les mots de ma famille avaient plantée. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que j'aurais dû donner à Mélissa la nouvelle voiture. Peut-être que je n'en faisais pas assez. Non, je secouais la tête chaque fois que ces pensées s'emparaient de moi. J'en avais déjà fait plus qu'assez. Puis est arrivé le message que j'attendais, le loyer est dû demain.
S'il te plaît, vire l'argent. Pas de salutation, pas de reconnaissance de notre dispute, juste une demande. Pour la première fois, j'ai répondu par un simple « non ». La réponse a été immédiate. Mon téléphone a sonné, j'ai rejeté l'appel. Il a sonné à nouveau, je l'ai rejeté de nouveau. Puis est venu le déluge de SMS, comment ça non? Tu vas vraiment nous laisser, moi et les enfants, sans abri? Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Maman et papa sont furieux contre toi. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 27 appels manqués et plus de 50 SMS de Mélissa et de mes parents. Je les ai tous supprimés sans les lire et je me suis préparée pour le travail. C'était la première fois dans ma vie d'adulte que je tenais tête à ma famille, et malgré l'anxiété qui me tordait l'estomac, c'était aussi étrangement libérateur. Ce soir-là, on a commencé à frapper à la porte de mon appartement vers 19h. Je savais exactement qui c'était. Une partie de moi voulait faire comme si je n'étais pas à la maison, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Autant en finir. J'ai ouvert la porte pour trouver Mélissa, maman et papa debout là, tous avec des expressions identiques d'indignation vertueuse. Ils sont entrés, aucun d'eux n'acceptant l'offre de s'asseoir. Maman a parlé la première, « Chloé, ça a assez duré. Ta sœur doit payer son loyer demain, ou elle sera expulsée. » Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en croisant les bras. Ce n'est pas ton problème, la voix de Mélissa est montée dans les aigus. Tu as promis de m'aider. Tu as dit que tu paierais mon loyer. Ça fait presque 1 an que je paie ton loyer, ai-je fait remarquer. Avec les vêtements pour les enfants, les tutorats, les appareils électroménagers et tout ce que tu as demandé. J'ai dépensé des milliers de dollars pour t'aider. Et alors? Tu as l'argent, a crié Mélissa. Tu as acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Avec mon argent, que j'ai gagné. Et quand j'ai essayé de te donner ma Honda en parfait état, tu me l'as jetée à la figure. Tu as littéralement jeté les clés par terre. Parce que tu te vantais de ta nouvelle voiture pendant que je me bats. J'ai pris une profonde inspiration. Mélissa, tu ne te bats pas à cause de moi. Tu te bats parce que tu refuses de trouver un travail à plein temps, parce que tu dépenses toute ton énergie à te plaindre de Brad au lieu d'aller de l'avant, et parce que tu t'attends à ce que tout le monde résolve tes problèmes à ta place. Nous sommes une famille, a dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille s'entraide. J'ai aidé, pendant 1 an. Mais ce n'est jamais assez, n'est-ce pas? Peu importe combien je donne, vous agissez tous comme si j'étais un monstre égoïste d'avoir quelque chose pour moi. Parce que tu es célibataire et sans enfant, a lancé Mélissa. Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Je l'ai regardé avec incrédulité. Pour vivre ma vie, pour épargner pour mon avenir, pour profiter des fruits de mon travail. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Parce que tu es égoïste. Mélissa criait presque maintenant. J'ai plus besoin de cet argent que toi. Alors gagne-le, ai-je dit doucement, comme je l'ai fait. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis maman a rompu le silence. Si tu n'aides pas ta sœur, Chloé, tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Nous t'avons élevée pour te soucier de la famille. Non, vous m'avez élevée pour être le distributeur automatique de Mélissa, ai-je rétorqué, et j'en ai fini avec ça. Très bien, a craché Mélissa. Garde ton précieux argent, mais ne t'attends plus jamais à faire partie de cette famille. Si faire partie de cette famille signifie être exploitée et considérée comme acquise, alors c'est peut-être mieux ainsi, ai-je répondu, surprise de mon propre calme. Tu le regretteras, a sifflé Mélissa alors qu'il se dirigeait vers la porte. Quand tu seras vieille et seule avec rien d'autre que ton argent, tu regretteras de l'avoir choisi plutôt que ta famille. Je ne choisis pas l'argent plutôt que la famille, ai-je dit. Je choisis le respect de moi-même. La porte s'est refermée derrière eux, et je me suis effondrée sur mon canapé, épuisée mais étrangement en paix. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. La culpabilité était toujours là, mais elle était éclipsée par le soulagement d'avoir enfin posé des limites. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par des amis et des membres de la famille commune que Mélissa avait été forcée de quitter son appartement. Elle et les enfants avaient emménagé chez nos parents, ce qui semblait être l'arrangement qui aurait dû se produire depuis le début.
Elle travaillait toujours à temps partiel à la boutique, et nos parents la soutenaient effectivement, tout comme ils s'attendaient à ce que je le fasse. D'après ma cousine Rachel, il disait à qui voulait l'entendre quelle personne horrible j'étais, comment j'avais abandonné ma sœur dans son moment de besoin, comment je me souciais plus des voitures de luxe que de la famille, comment j'avais toujours été l'égoïste. Un mois après notre confrontation, Rachel m'a invité à prendre un café. Je voulais savoir comment tu allais, a-t-elle dit. Tes parents disent des choses assez dures, et je voulais entendre ta version. Je lui ai tout raconté, l'année à payer le loyer de Mélissa, les demandes constantes de plus d'argent, l'incident de la voiture, tout. Rachel a hoché la tête pensivement. Tu sais, j'ai toujours pensé que tante Karen et oncle Jim gâtaient trop Mélissa. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Cette phrase m'est restée. Elle décrivait parfaitement ce que j'avais fait, brûler mes ressources, mes limites, mon respect de moi-même, tout pour maintenir Mélissa à l'aise dans son rôle de victime. Merci, Rachel, ai-je dit. Ça signifie beaucoup. En rentrant chez moi dans mon Audi, que j'appréciais maintenant sans culpabilité, j'ai réalisé quelque chose d'important. Après tout, je n'étais pas seule. Mes parents et ma sœur m'avaient peut-être tourné le dos, mais j'avais encore des gens de mon côté, et plus important encore, j'avais enfin choisi de me tenir de mon propre côté. 6 mois ont passé. L'été a cédé la place à l'automne, et l'automne à l'hiver. Les fêtes approchaient, et avec elles, la question de quoi faire pour les réunions de famille. Serais-je invitée? Voudrais-je y aller si je l'étais? Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Mélissa depuis cette nuit dans mon appartement, bien que ce ne soit pas faute de leur tentative. Environ 2 mois après notre confrontation, le ton des messages a commencé à changer. Ce n'étaient plus des demandes en colère, elles sont devenues des tentatives de culpabilisation. Sa tante manque aux enfants, a écrit maman un jour. Tyler a demandé après toi au petit déjeuner, a écrit Mélissa une autre fois. Je n'ai pas répondu. Je savais ce qu'il faisait, utiliser les enfants comme un levier émotionnel. Ça me faisait mal de penser à mes neveux, de me demander ce qu'on leur avait dit sur la raison pour laquelle tante Chloé n'était plus là, mais je ne pouvais pas céder. Si je montrais la moindre faiblesse, la moindre volonté de m'engager, je serais de retour à la case départ. Le travail est resté mon salut. Je me suis plongée dans des projets, j'ai décroché de nouveaux clients et j'ai reçu une autre promotion. Mon compte en banque était plus sain que jamais, maintenant que je n'entretenais plus de foyer supplémentaires. J'ai aussi commencé à mieux prendre soin de moi. Je me suis inscrite à un cours de yoga, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant la crise de Mélissa, et je suis même sortie à quelques rendez-vous, bien que rien de sérieux ne se soit développé. Pour la première fois depuis des années, je me mettais en premier, sans culpabilité. Début décembre, j'ai croisé mon neveu Tyler au centre commercial. Il était avec un ami, aucun signe de Mélissa ou Noah à proximité. Quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés et il a hésité avant de s'approcher. « Tante Chloé », a-t-il dit prudemment, comme s'il n'était pas sûr que je le reconnaîtrais. « Tyler », je lui ai fait un grand sourire. « Comment vas-tu, mon grand ?»« Je vais bien », a-t-il dit en traînant des pieds. « On vit chez mamie et papy maintenant. Maman se plaint beaucoup. Noah et moi partageons la chambre d'amis. » J'ai hoché la tête, ne voulant rien dire de négatif sur sa mère. « Et l'école, ça va ? » ?»« Bien. J'ai intégré l'équipe de basket. » Un petit sourire a traversé son visage. « Le coach dit que je pourrais être titulaire au prochain match. C'est fantastique. J'adorerais venir te voir jouer un de ces jours, si tu es d'accord. » Son visage s'est illuminé. « Vraiment ? Ce serait génial. Notre prochain match est jeudi à 16h30. J'ai pris une note mentale. J'essaierai d'être là. J'ai tenu cette promesse. Je me suis assise au fond des gradins, regardant Tyler jouer. Il était bon, grand et rapide, avec un athlétisme naturel. Quand il a marqué son premier panier, j'ai applaudi bruyamment, et sa tête s'est tournée dans ma direction. Le sourire qu'il m'a adressé valait tout l'inconfort potentiel avec Mélissa. Après le match, j'ai attendu dehors, incertaine de devoir m'approcher. Tyler a pris la décision pour moi,
trottinant avec son sac de sport. Tu es venu, a-t-il dit, l'air vraiment surpris. J'ai dit que je le ferais. J'ai montré le parking du doigt. Ta mère est là? Il a secoué la tête. Mamie m'a amené. Elle attend dans la voiture. J'ai suivi Tyler jusqu'à une berline familiale, où ma mère était assise au volant. Quand elle m'a vu approcher avec Tyler, son expression était illisible. Salut, maman, ai-je dit simplement alors que Tyler ouvrait la portière passager. Elle m'a regardé pendant un long moment. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai croisé Tyler au centre commercial. Il m'a invité à son match. Le regard de maman s'est légèrement adouci. Il devient plutôt bon, n'est-ce pas? Il est incroyable, ai-je convenu. Un silence gêné s'est installé. Tyler nous regardait toutes les deux, attendant clairement une sorte de réconciliation. Tu voudrais prendre un café un de ces jours, ai-je finalement demandé. Juste nous deux. Elle a hésité, puis a hoché la tête. J'aimerais bien. Nous avons convenu de nous voir la semaine suivante. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que tous les ponts n'étaient pas définitivement coupés. Le café avec maman a été tendu au début. Nous avons tourné autour du pot, parlant de la météo, de son jardin, de mon travail. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai abordé le sujet qui fâche. Toi et papa vous me manquez, ai-je dit, et les enfants aussi. Mais je ne peux pas revenir à la situation d'avant. Maman a baissé les yeux sur sa tasse de café. Mélissa a toujours du mal. Je sais, et j'en suis désolée, mais je ne peux plus être son filet de sécurité. Elle dit que tu l'as abandonnée. J'ai secoué la tête. Je l'ai aidée pendant presque un an. J'ai payé son loyer, acheté des vêtements pour les enfants, payé des tuteurs. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais elle ne s'améliorait pas, maman, elle devenait plus dépendante. Maman est restée silencieuse un moment. Ton père et moi avons peut-être favorisé ça, a-t-elle admis, me surprenant. Nous l'avons toujours gâtée, même quand elle était enfant. Elle était la fragile, et tu étais la forte. C'était la première reconnaissance que j'avais entendue de la part de l'un de mes parents que Mélissa avait été traitée différemment. Être la forte ne signifie pas que je doive porter tout le monde. Non, a convenu maman, ce n'est pas le cas. Et peut-être que nous en attendions trop de toi. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était un début. Nous avons convenu de dîner, juste nous 4 mois, maman, papa et Mélissa pour essayer de dissiper les tensions. J'étais nerveuse mais pleine d'espoir. Ce dîner n'a jamais eu lieu. La veille de notre réconciliation prévue, Mélissa a dit à maman qu'elle quitterait la maison pour le dîner si j'étais là. Elle était toujours furieuse que je l'aie abandonnée, elle et les enfants, et n'était pas prête à me pardonner. Au lieu de cela, j'ai dîné seule avec mes parents. C'était parfois forcé et gênant, mais nous avons réussi à trouver une entente fragile. Ils ont accepté d'arrêter de me faire pression pour que je soutienne financièrement Mélissa, et j'ai accepté d'être plus présente lors des réunions de famille lorsque c'était possible. Elle finira par entendre raison, a dit papa en partant. Elle a juste besoin de plus de temps. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être pas. J'ai réalisé que c'était bien de toute façon. Le poids de la culpabilité que j'avais porté pendant des mois s'était levé. Je n'avais rien fait de mal en posant des limites, en refusant d'être exploitée. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en un an. J'avais perdu le soutien inconditionnel de ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. J'avais appris qu'aider les autres ne devait pas se faire au détriment de mon propre bien-être, que l'amour ne devait pas être conditionné par un soutien financier, et qu'il est possible de se soucier profondément de quelqu'un tout en disant « non » à ses demandes.